Il y a 100 ans, naissait le régime le plus criminel de l'histoire de l'humanité. Je veux parler du communisme. Solzhenitsyn rappelait que le monstre communiste tuait avant que son jumeau, le nazisme, ne tue. Qu'il tuait encore alors que le nazisme ne tuait plus. Et le communisme tue toujours. Alors que l'œuvre de mort du nazisme ne cesse d'être rappelée, celle du communisme est bien trop souvent occultée. C'est pour affronter ce mémoricide que nous avons réalisé ce film. Voici un siècle que ce que l'on a appelé la Révolution d'octobre, en réalité coup d'État communiste, triomphait à Pétrograd, capitale de la Russie, au matin du 26 octobre 1917. C'est le 7 novembre, dans notre calendrier, que ce nouveau régime s'impose. L'ancienne Russie des tsars sera appelée soviétique dès 1918, avant la création officielle de l'URSS en 1922. Le communisme est une très vieille idée. Le communisme, a-t-on pu dire, c'est la vieillesse du monde. Il est le fait de sociétés vieillissantes qui tendent à la sclérose totalitaire. Et un penseur aussi éminent que le russe Shafarevitch, compagnon de Solzhenitsyn, a écrit un livre majeur, Le phénomène socialiste, qui fait remonter le communisme à tous les plus hauts empires barbares de la Chine, forme de communisme aussi dans les civilisations de l'Amérique centrale. Donc, idée neuve, sûrement pas, mais idée réactualisée dans les utopies de notre civilisation et qui a émergé notamment avec la Révolution française, avec un Gracchus Babeuf, qui a été au fond le grand inspirateur. Il a été guillotiné ensuite, mais les révolutionnaires se dévorent entre eux. Il a été le grand inspirateur du communisme moderne. Le communisme évolue au cours du XIXe siècle, du XXe siècle. Dès le XIXe siècle, c'est l'apparition de Karl Marx avec Engels, c'est le manifeste du Parti communiste, personnage d'ailleurs extraordinaire que ceux de Karl Marx et d'Engels, dont on a trop oublié qu'ils étaient d'ailleurs des hommes de leur temps. Ils sont des darwiniens sur le plan social, ils sont des racistes, des antisémites. J'ai publié dans mon livre « Communisme » des extraits de Marx. Donc, idée neuve, sûrement pas. Idée vieille réactualisée, ayant pris un tour monstrueux au XXe siècle, oui. Au fil des siècles, quelles que soient ses phraséologies, le communisme s'est toujours ramené, comme l'écrit le grand penseur russe Igor Shafarevitch, à propager un programme en 4 points. L'abolition de la propriété privée, l'abolition de la famille, la recherche d'un bien-être exclusivement matériel, la diminution puis la suppression du travail. C'était là le noyau commun à toutes les utopies que brassaient les révolutionnaires d'octobre, anarchistes, socialistes ou communistes, avec en commun une volonté idéologique fondamentale, tout le pouvoir aux soviets. Là résida la première et constante grande tromperie léniniste, puisque jusqu'à la chute de l'URSS, les soviets, les conseils, ne seront jamais que des structures totalement suscitées et tenues par le Parti communiste. C'est un coup d'État militaire, appuyé notamment sur les marins de la flotte de Kronstadt. C'est un coup d'État appuyé sur les éléments militarisés des soviets de Pétrograd. C'est donc un coup d'État dans une perspective, bien sûr, révolutionnaire. Le coup d'État révolutionnaire avait été réalisé après 2 jours d'émeutes et de combats contre les dernières troupes du régime du socialiste Kerensky par une petite minorité de militants bolcheviques sous les ordres de Trotsky, manipulant les soviets d'ouvriers de Pétrograd. L'élément décisif de la victoire avait été le renfort des marins mutinés de Kronstadt, la grande base de la marine russe sur la Baltique, et notamment de ceux du croiseur Aurora,
tirant sur le palais d'hiver. Ces marins anarchistes crurent avoir fait une révolution où désormais tout, à tout niveau, se déciderait démocratiquement dans les soviets. Mais pour Lénine et Trotsky, tout le pouvoir aux soviets voulait en fait dire tout le pouvoir au parti. Dès lors, de 1917 à mars 1921, les relations se dégradèrent entre les soviets de Kronstadt et le pouvoir communiste. Tout le monde, ou presque, se souvient de la chanson de Jean Ferrat, « Ma mémoire chante en sourdine Potemkin ». Jean Ferrat chantait les marins du Potemkin, ces marins de ce cuirassé mutiné en 1905 sur la mer Noire. Il n'a pas raconté la suite. Ces marins anarchistes de la flotte de la mer Noire, on les retrouve somme toute quelques années plus tard dans ce qui est la grande flotte russe sur les mers libres, sur la Baltique. Et les marins de Kronstadt, de cette immense, qui est toujours immense base de la marine russe, ces marins sont le fer de lance militaire de la Révolution. Les relations vont s'aigrir entre la direction bolchevique de la Révolution et les marins. Les marins protestent souvent. Alors, Trotsky, Lénine leur font savoir qu'il faut attendre, que l'âge d'or de la démocratie permanente, ça sera pour demain. Qu'en attendant, il faut de l'autorité. Qu'en attendant, il faut de la discipline. Et ça ne marche pas. Les marins se révoltent. Et là, la mémoire de Jean Ferrat n'a pas fonctionné. La mémoire de ce chanteur apparatchik bolchevique n'a pas fonctionné. Parce que les marins de Kronstadt vont se révolter et ils vont être anéantis sur ordre de Trotsky et de Lénine. Ils vont être anéantis notamment par la cavalerie de l'armée rouge qui s'est constituée depuis. Alors un certain nombre pourront fuir à travers la Finlande et d'autres connaîtront les exécutions et les goulags. Mais bien avant l'extermination des camarades de Kronstadt, sont apparus très vite ce que l'on peut appeler les phénomènes constants du communisme réel. C'est en les identifiant que nous pouvons peut-être aller à l'essentiel de ce que furent 100 ans de communisme. La première constatation, c'est que, comme à Pétrograd en 1917, les communistes n'ont jamais pris ou essayé de prendre le pouvoir autrement que par la force, et qu'ils ne l'ont jamais gardé que par la force. C'est par la guerre qu'ils ont pris le pouvoir en Ukraine, en Pologne, dans les pays d'Europe de l'Est et centrale, et aussi en Chine, au Vietnam, en Corée du Nord, à Cuba, et dans bien d'autres pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Dans bien des cas, ce n'est que par l'utilisation massive des tanks du pacte de Varsovie que le communisme s'est maintenu au pouvoir. Lénine est donc à la fois le théoricien de la Révolution et le praticien. C'est un homme très façonné par ses origines, russe, juive, asiate. Son frère a été exécuté, on exécuté sous le tsar beaucoup moins que sous les bolcheviks, mais donc c'est un révolutionnaire professionnel. C'est lui qui va réactualiser, somme toute, la théorie jacobine du révolutionnaire professionnel. Il va donc émettre une théorie de la révolution et en même temps une pratique qui sera notamment exprimée par un de ses compagnons qui le quittera, qui sera plutôt un menchevique comme bolchevique. Il s'appelle Plekhanov. Révolution égale propagande que multiplie agitation, que multiplie organisation. Lénine, admirateur de la Révolution française, qu'il appelait la Grande Révolution, répétait à l'envi: il ne peut y avoir de dictature du prolétariat sans terreur. Et Trotsky s'écrie: il faudra dresser une guillotine sur la place publique. Lénine disait encore: il ne faut pas reculer devant les moyens barbares pour combattre la barbarie.
Alors certains ont voulu comparer l'importance de cette révolution russe à celle qu'avait revêtue en son temps notre révolution française de 1789-1799. Et on peut constater d'abord que les soviétiques eux-mêmes et les révolutionnaires bolcheviques ont été les premiers à établir des liens entre les deux événements. En revanche, l'expérience robespierriste, les expériences marginales, telles que la conspiration de Babeuf, par exemple, en 1796, le recours à la terreur politique également, telle qu'elle a été théorisée par les bolcheviks, tout cela nous renvoie à un précédent français tout à fait évident. C'est un grand admirateur de la Révolution française. Il ne cesse de parler d'ailleurs de la grande Révolution française. Et pour lui, la Révolution doit être le fait d'un petit nombre d'hommes algéries. Seulement, sous le régime tsariste qu'il appelait barbarie lui-même, Trotsky, Staline et bien d'autres dirigeants bolcheviques avaient été déportés plusieurs fois, jamais torturés, libres de leurs activités. Le communiste Isaac Deutscher, biographe de Staline, évoque Staline ramenant dans leurs isbas gibiers et poissons, et Trotsky, grand chasseur lui aussi, et encore Lénine, passionné par ses parties d'échecs, tous chaudement vêtus de fourrure. Les bolcheviks, eux, ne laissent aucune chance à leurs ennemis. Ce ne sont pas seulement des individus contre-révolutionnaires qu'il faut éliminer, mais des classes entières, martèle Lénine. En bien des pays, avant même la prise de pouvoir qui institutionnalise la terreur, les communistes l'infligent aux populations comme le prônent les maîtres de Lénine, Netchaïev et Bakounine, les auteurs démoniaques du catéchisme révolutionnaire, avec des mots comme assassinat, viol, massacre, torture, attentat. La Tchétcha, c'est à la révolution bolchevique ce que le comité de salut public est à la révolution française. Tchétcha, cela signifie en russe commission de lutte contre les activités contre-révolutionnaires. Et Lénine dira, martèlera sans cesse, tout bon communiste est un bon tchétiste. En un mot, tout militant communiste est un flic. Ça, c'est très important de comprendre cela. Tout militant communiste est un flic, est un dénonciateur. La Tchétcha a commencé à fonctionner dès le lendemain de la Révolution d'octobre sous la direction de l'homme idoine, dont Lénine a immédiatement perçu la vocation pour cette fonction infernale. C'est Félix Dzerzhinsky, un noble polonais passé au bolchevisme, au visage émacié, au regard inquiétant. Quand Lénine envoya l'aspirant Krylenko, bolchevique fanatique, avec un détachement de marins arrêter le généralissime Doukhonine, Krylenko s'évanouit devant l'atrocité du supplice que les soudards lui faisaient subir. Mais Dzerzhinsky, qui était là, impassible et admiratif, n'eut que mépris pour ses faiblesses et apprécia la brutalité sadique de ses marins. Il va recruter aussitôt, parmi eux, ses premiers tortionnaires. Dzerzhinsky dit « Faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible. Faire souffrir le plus possible, le plus longtemps possible. » Et Dzerzhinsky, qui a commencé donc à Petrograd, va évidemment continuer à Moscou, où les bolcheviks ont pris le pouvoir. Lénine lui a fait un immeuble considérable, celui d'une compagnie d'assurance, de la place de la Loubianka. Ça deviendra la célèbre Loubianka, qui existe toujours. Cette Tchétcha va prendre plusieurs noms en fonction de l'évolution de ses missions. Ça sera le GPU, ce GPU qui accomplira des œuvres de massacre, de génocide considérables. Ça sera le NKVD, ça sera le KGB, aujourd'hui le FSB. Lorsqu'on lit les proses politiques de Lénine, de Trotsky, Staline, puis de Khrouchtchev et Brejnev aussi, les rapports de Dzerzhinsky et de ses successeurs, Yagodar, Yenov, Beria,
on est saisi par l'incessante répétition de certains mots. Au cœur de la mystique bolchevique reviennent en effet sans cesse purge, exécution, liquidation, déportation, épuration, extermination, mise hors d'état de nuire, écrasement. Ce vocabulaire, c'est celui de toute la continuité totalitaire qui va de Robespierre à Hitler et Staline via les jeunes Turcs, organisateurs du génocide des Arméniens. Dès que la Révolution, le 7 novembre 1917, a triomphé à Moscou, la Tchéka va s'installer à 2 pas du Kremlin, dans un vaste immeuble de l'avenue Loubianka, vite appelé la Loubianka, centre de la toile d'araignée de Dzerzhinsky. Là, dans les sous-sols, se trouvent les cellules exiguës et les bureaux d'interrogatoire, ainsi qu'un local destiné aux exécutions, spécialement aménagé. Là, selon les archives russes, un temps accessible, durant plus de 30 ans, 5 millions d'ennemis du parti et surtout d'épurés du parti recevront la balle dans la nuque, mettant fin à leur souffrance. Le champ d'activité exterminatrice de la Tchéka s'étendra sans cesse. Elle aura liquidé bien sûr par milliers les contre-révolutionnaires, spectre large allant des mencheviks et socialistes révolutionnaires de Kerensky, acteurs en février-mars 1917 de la première phase de la Révolution, aux aristocrates de la vieille Russie n'ayant pas encore fui. Elle frappera les coupables de gauchisme, ce que Lénine appelle la maladie infantile du communisme, ainsi les anarchistes comme les marins de Kronstadt. Mais la guerre fait rage entre les armées blanches anticommunistes qui se sont constituées sous la direction du général Dénikine, dont une colonne fonce libérer le tsar et sa famille. Elle arrive trop tard, après leur assassinat par la Tchéka, le 17 juillet 1918 à Ekaterinbourg. Lénine n'aimait pas les ouvriers. Le secret du marxisme-léninisme, c'est le mépris pour les ouvriers. C'est la détestation des paysans. C'est déjà dans Karl Marx. J'ai parlé de Karl Marx, qui est un épouvantable bonhomme, qui n'a que sarcasme pour les gens sensibles à la charité. Pour Karl Marx, par exemple, les paysans, je cite de mémoire le manifeste du Parti communiste, il parle des paysans, cette couche inerte des classes les plus basses de l'ancienne société, cette racaille en haillons. Il n'a jamais vu un paysan de près. Pour Marx, la classe révolutionnaire par excellence, c'est la bourgeoisie. Cette bourgeoisie, je cite toujours le manifeste du Parti communiste, qui a fait accomplir à l'humanité de bien plus grands progrès que les pyramides d'Égypte, que les aqueducs de Rome. Donc vous voyez, Marx, lui, admire la bourgeoisie. Il en fait pas d'ailleurs partie, mais il a élucubré une idéologie, une théorie qui fait qu'il y aura une fin de l'histoire avec la conscientisation du prolétariat. Le prolétariat, c'est aussi une abstraction sous la plume de Marx et de Lénine. Pas plus Lénine que Marx, que Zinoviev, que Kamenev, que Trotsky, que tous les dirigeants ne sont des ouvriers. Les ouvriers, c'est la piétaille qu'il faut utiliser. Le prolétariat, c'est la masse. Engels écrivait déjà, dans le prolétariat, ce qui nous intéresse, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est qu'il est une force. Mais un autre danger se lève face à la dictature lénino-trotskiste. Les révoltes des ouvriers qui, bien avant les marins de Kronstadt, n'en peuvent plus de la tromperie des soviets et de la dictature du parti bolchevique. Au mois de mars 1919, des grèves éclatent dans tous les centres industriels de la Russie, de Petrograd à Toula et Astrakhan. Lénine ordonne la liquidation des meneurs. La Tchéka se structure partout en unité territoriale. Derrière l'armée rouge qui conquiert peu à peu l'immense espace russe et les pays que va annexer l'URSS, elle liquide partout férocement ou déporte les éléments considérés comme ennemis du communisme. On ne peut évoquer ici que quelques aspects de sa gigantesque œuvre de mort. Elle ne massacre pas que les ouvriers en grève, mais elle va avoir à faire face aux grandes masses paysannes qui refusent les réquisitions, la persécution antichrétienne
et aussi la conscription. Pour ces raisons, dans de nombreux districts de la Volga, à l'Oural, comme dans l'ouest de la France en 1793, surgissent des foules de paysans russes, ukrainiens, tatars et bachkirs, armés de fourches, de pics et de faux. C'est l'insurrection des fourches, aussi appelée l'aigle noir et le laboureur. En face, avec leurs canons et leurs mitrailleuses, les brigades tchékistes, renforcées par l'armée rouge, liquident des dizaines de milliers d'insurgés sans venir à bout de cette révolte qui s'étend sur des territoires immenses. Lénine, par exemple, parle des Vendées russes quand il évoque la résistance du monde paysan aux tentatives bolcheviques. Et on sait ce qu'ont représenté les sanglantes moissons, pour reprendre le titre d'un ouvrage universitaire anglais, qui ont correspondu à la répression organisée contre les insurrections paysannes qui se sont multipliées à partir de 1918. Donc une référence très claire à la Révolution française. Plus d'1 million de paysans sont massacrés dans cette répression qui se prolonge avec la décosaquisation des territoires cosaques du Don. Le 24 janvier 1919, le comité central du parti a en effet décidé à Moscou une terreur massive contre les riches cosaques qui devront être exterminés et physiquement liquidés jusqu'au dernier. Entre 3 et 500 000 personnes des régions cosaques seront ainsi assassinées. Les Tchékas territoriales auront leur spécialité en atrocités. Fin 1918, à Poltava, on empale les détenus. À Ekaterinbourg, on les crucifie. À Voronezh, on les met dans des tonneaux garnis de clous qu'on lance ensuite du haut d'une colline. À Kharkov, on leur écorche les mains. Et à Kiev, enfin, le grand idéologue tchéquiste Martin Lazy a recruté des Chinois, démons spécialisés dans l'utilisation tortionnaire des rats. Ainsi va se modeler dans les premières années du communisme soviétique l'exemple de ce que seront systématiquement partout les Tchékas, dont le chef est en fait le vrai numéro 2 du régime. La première Tchéka hors URSS sera constituée en Espagne, dite républicaine pendant la guerre civile. C'est Genrikh Jagoda, en personne, chef du NKVD, qui, de la Loubianka, s'occupe de la stratégie soviétique en Espagne. La Tchéka centrale hispano-soviétique de Madrid organise des dizaines de Tchékas dans toutes les villes de la zone rouge. Elle dirige aussi les brigades internationales créées sur décision de Staline et que dirige le Français André Marty, qui va y gagner son titre de boucher d'Albacete. Très idéaliste à cette époque, George Orwell et Simone Weil ont écrit leur effroi et leur révolte après leur découverte là-bas de l'abomination totalitaire et terroriste du communisme. La Tchéka, quelles que soient ses attributions et ses sigles successifs, fut toujours les tentacules de la pieuvre soviétique sur les pays satellites et les partis frères. Quant au régime communiste séparé de Moscou, la Chine maoïste et autres pays, leurs Tchékas ne se sont guère différenciés de la maison mère de la Loubianka, sinon par des formes de torture dans lesquelles les victimes ont été amenées à être des bourreaux les unes des autres, comme dans le lavage de cerveau chinois ou dans le laboratoire de déshumanisation de la prison de Pitești en Roumanie. À Pitești, il y a eu une espèce d'expérimentation, de rééducation, soi-disant, de cadres de l'Ancien Régime dans une prison particulière où, brièvement, ils étaient obligés de se torturer les uns les autres à la suite d'une torture préalable qui pratiquement n'arrêtait pas. Ça continuait jour et nuit de manière à ce que les détenus étaient transformés en espèce de zombies incapables de réfléchir, et on les contraignait à se torturer entre eux, amis, pas amis, de manière à devenir des éléments qui s'intègrent à la nouvelle société et qui deviennent communistes.
dans tous les pays où le communisme s'est installé, 1, le parti, 2, la Tchéka, 3, le goulag. La Tchéka, elle est faite pour emprisonner, elle est faite pour massacrer. Elle fonctionne d'abord, je l'ai évoqué, à la Loubianka, où, selon les archives russes aujourd'hui, 5 millions de personnes ont été exécutées d'une balle dans la nuque après les aveux, après les tortures, après ce que Arthur Koestler a décrit dans ses romans admirables, Le Zéro et l'Infini. Comme la Tchéka ne peut pas tuer parce qu'il y aurait manque de main-d'œuvre, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien on va envoyer au goulag. Dès 1918, elle créa ses premiers camps de concentration et de travail forcé. Leur nombre ne cessant d'augmenter, la Tchéka établit en avril 1930 une direction autonome de gestion. Ce fut le goulag. Goulag est l'acronyme russe de direction principale des camps de travail forcés. En 1930, les camps se comptent déjà par centaines, avec des centaines de milliers de détenus, les zèques, de la mer Blanche au Kamtchatka. Comme autant de centaines d'îles coupées du reste du monde soviétique, ces camps forment une sorte d'archipel, l'archipel du Goulag, décrit par l'immense écrivain Alexandre Solzhenitsyn. Ces camps furent tous et toujours des lieux de souffrance, de misère humaine, de brutalité, de sévices. Mais il y en eut de bien pires que les autres. Véritable camp de la mort. Le taux de mortalité est exactement le même que celui des pires camps de concentration nazis, encore une fois créés sur le modèle des camps soviétiques. Et d'ailleurs, Staline, nonobstant la guerre d'Espagne, en discrète connivence cynique avec Hitler dès 1937, accepta que certains spécialistes de la Tchéka et du Goulag puissent collaborer à la formation de la Gestapo et du système concentrationnaire nazi. Aujourd'hui, tout le monde connaît les noms des principaux camps d'extermination de l'enfer nazi en Allemagne et en Pologne, dont on entretient les infrastructures pour que puissent s'y dérouler, et on le comprend, les visites et les cérémonies de recueillement. Mais combien connaissent-ils les noms des camps du Goulag, ceux de la Kolyma, où périrent 97% des détenus, de Magadan, celui des camps d'extermination de Vorkuta. La mémoire de leurs victimes est occultée et plus grand-chose ne reste de leur baraquement que la neige et la boue engloutissent. Il y a d'autres camps moins exterminateurs qui doivent produire, mais en permanence, donc il faut remplacer les vides, et c'est environ, c'est la statistique globale, 1 million de personnes par an qui doivent être envoyées au goulag pour combler les vides. Et quelle mémoire entretient-on des centaines de milliers de morts, des forçats des chantiers, du totalement inutile canal de la mer Blanche ou du chemin de fer Baïkal-Amour? Pourquoi ce fantastique négationnisme massif, cette amnésie internationale, ce mémoricide? On oublie que Staline, dans sa démence liquidatrice, signait en 1935 des ordres au NKVD de quotas de détenus à fusiller annuellement. Dans tous les pays communistes, les Tchékas organisèrent systématiquement les équivalents du goulag. Dans tout ce qui deviendra l'URSS en 1922, et cela sera ensuite partout. La Chine aura son goulag, le Laogai, le Vietnam aura son goulag, à Cuba il y aura du goulag aussi. Tous les pays communistes créeront leur organisation centrale des camps de travail. L'existence des camps de concentration a continué à exister jusque dans les années 60, a fait des milliers de morts et que la torture a persisté dans les prisons roumaines jusqu'à la fin du régime pratiquement. C'est-à-dire en 1989, quand Ceausescu a été détrôné, pour ainsi dire. Nul ne pourra sans doute chiffrer exactement la somme des dizaines de millions de victimes que la haine de Karl Marx, exprimée dans le manifeste du Parti communiste,
aura faite dans les paysanneries de tous les continents. Comme Marx et Engels, Lénine, Trotsky, Staline, et sans exception aucune, tous les autres Big Brothers du communisme n'auront de cesse de détruire la paysannerie, de la déraciner, de la déposséder. On fixera à la Tchéka la mission d'éliminer les koulaks, les paysans qualifiés de riches, n'eussent-ils que 2 buffles ou 3 arpents de misère. Et cette classe, les communistes partout, en feront une race à anéantir. Partout, la collectivisation socialiste entraînera les catastrophes des famines. En 1917, la paysannerie cultivait à son profit plus de 3/4 des terres qui appartenaient aux communes. La Révolution leur en laissa 8%, puis leur retira tout. Conséquence, en 1921-1922, des révoltes éclatent et la Tchéka se met à l'œuvre. Terreur, massacres, déportations, première grande famine frappant 30 millions d'habitants de l'Ukraine à l'Oural et à la Sibérie occidentale. 1932-1933, Staline décide d'écraser toute la paysannerie de l'URSS pour la collectivisation définitive des campagnes et d'en finir en même temps avec l'Ukraine attachée à sa culture nationale. C'est un délire général de cruauté tchéquiste. On condamne à mort ou à des années de goulag, à Novoselitsa ou à Kharkov, pour possession de quelques livres de blé glanés pour nourrir des enfants affamés. À Kharkov, en un seul mois, pour des faits semblables, des magistrats bolcheviks prononcent 1500 condamnations à mort. En 1933, 150 cadavres par jour sont ramassés dans les rues de Poltava. Au total, on compte 5 millions de morts dans l'Holodomor, la tuerie par la faim. Ce génocide ukrainien sciemment voulu par Staline est mis en œuvre par le NKVD, auquel il faut ajouter le million de morts de faim en Sibérie, au Kazakhstan et dans les régions de la Volga. La faim terrible rend l'homme fou, capable de tout. Avec la famine se propage l'anthropophagie. On tue des enfants pour nourrir le reste de la famille. Atroce réalité longtemps occultée, mais que le négationnisme communiste n'est plus parvenu à dissimuler. Les tragédies de la faim en URSS anticipent de celles de la Chine. Mao lance en 1960 son plan de collectivisation générale des campagnes. C'est le tristement célèbre Grand Bond en avant. Désastre général, sous-production, massacre par centaines de milliers de paysans chinois. Grand Bond en effet, vers la plus grande famine de l'histoire. 13 millions de morts selon les documents officiels du gouvernement, entre 40 et 55 selon les historiens chinois. Le problème, c'est qu'il fallait que cette révolution se produisît un peu partout, jusque dans le moindre village. Et alors, dans un village de paysans pauvres, où trouver les contre-révolutionnaires? Il n'y a pas de contre-révolutionnaires. Et il y a la description de cette ambiance très particulière dans laquelle le village, en quelque sorte, se concerte, etc. Et on essaie de trouver quelle est la famille, quel est le groupe qui pourra servir de bouc émissaire et contre lequel on déclenchera artificiellement la haine, la purge, et que l'on mettra à mort à l'issue de ce terrible processus. Les pouvoirs communistes collectivisent aussi fanatiquement dans leurs autres pays conquis. Les mêmes causes produisent les mêmes effets, et des pires, avec les immenses famines au Cambodge, en Corée du Nord, en Éthiopie, et les disettes ou pénuries partout ailleurs. Et il faut voir également que, en plus non seulement donc de cet effondrement démographique qui est lié au massacre des bolcheviks, puis ensuite à la mauvaise conduite de la guerre par Staline, qui a mal préparé son pays à la guerre, qui lui a fait commettre des erreurs énormes. À côté de ça, s'est ajouté l'apparition de toutes les lois qui se sont répercutées après en Europe occidentale, notamment l'avortement. Le premier pays industriel qui adopte la loi sur l'avortement, c'est en 1920, c'est l'URSS.
La haine des religions est chevillée au marxisme-léninisme. Elle est d'abord dans Marx. Marx lui-même est fils d'un pasteur protestant. Il est d'origine juive, quoique étant profondément, abjectement antisémite. Les propos de Marx sont d'une haine anti-juive considérable. Lénine va récupérer cette haine matérialiste des religions. Elle va s'exercer dans tous les pays communistes systématiquement. La stratégie communiste utilisera 2 tactiques contre le christianisme. L'éradication massive, la manipulation d'églises dites nationales, contrôlées par les appareils tchéquistes. Et le professeur Esterpi, qui vantait à longueur de colonne le paradis albanais où l'on avait assassiné tous les imams, tous les prêtres, tous les pasteurs, toutes les religieuses, mais lui avait villa de la nomenclatura à sa disposition. Qu'il se repente des compagnons de route chrétiens du journal La Croix, de la vie ex-catholique, des témoignages chrétiens, de réformes et de l'organisation Pax. À Dachau et Auschwitz moururent des milliers de prêtres catholiques, allemands, polonais, français et autres. Parmi eux, le bienheureux Maximilien Scholl. Les évêques les auraient-ils oubliés, cela? Mais les régimes bolcheviques, plus longtemps et plus systématiquement, ont martyrisé, assassiné par dizaines de milliers les prêtres, les religieuses, les religieux, les pasteurs. Dès 1918, en Russie, puis en URSS, les bolcheviks visent à la plus grande éradication possible des églises chrétiennes. Selon les instituts liés à l'église orthodoxe russe, le bilan de ces victimes s'établit ainsi, entre 1917 et 1980, 200 000 membres du clergé ont été tués, dont 105 000 prêtres fusillés. Dans la seule année 1922, 2691 prêtres, 1962 moniales ont été mis à mort. Janvier 1918, la Tchéka a passé par les armes le métropolite Vladimir de Kiev, primat de l'église orthodoxe d'Ukraine. À Kharkov, toujours en Ukraine, les tchéquistes torturent le vieil et saint archevêque Rodion. Ils le scalpent avant de l'achever. 1 an plus tard, à Perm, dans le nord de la Russie, ils enterrent vivant l'évêque Andronik. Ce n'est qu'un début. 19 mars 1922. Lettre de Lénine au bureau politique du parti. Extrait. Avec tous ces gens affamés qui se nourrissent de chair humaine, avec les routes jonchées par centaines de milliers de cadavres, c'est maintenant, et seulement maintenant, que nous pouvons, et nous devons, confisquer les biens de l'Église avec une énergie farouche impitoyable. Et encore, plus le nombre de représentants du clergé réactionnaire et de la bourgeoisie réactionnaire passés par les armes sera important, et mieux cela sera pour nous. Il y a la période bolchevique, donc qui est la pire. C'est là où les prêtres et les évêques enfin les métropolites plutôt, sont exterminés, où on détruit les églises, où l'athéisme militant laïcise de force tous les pans entiers de la société. C'est-à-dire que la déchristianisation du peuple russe par les bolcheviks a entraîné un affaissement moral. C'est des choses qu'on entend beaucoup dans les élites orthodoxes, notamment le métropolite Hilarion, qui est qu'on entend le plus sur cette question, en faisant perdre tout repère moral, en remplaçant la morale chrétienne par une espèce de morale révolutionnaire où finalement tout est permis. L'ordre est donné à la GPU de saisir tous les biens ecclésiastiques. Le bon peuple russe résiste, comme celui de France, lors des saccages et expropriations révolutionnaires. Le patriarche Tikhon les soutient. Il est arrêté le 10 mai 1922 et déporté. En Ukraine, sur les centaines d'églises de l'église autocéphale, en 1917, 2 resteront encore ouvertes, non sans danger. En 1935, 13 archevêques et évêques meurent en prison. Entre 1928 et 1938, plus de 3000 religieux périssent dans les camps. Quant à l'Église catholique uniate, elle est alors engloutie. Les musulmans aussi sont frappés. 70% des mosquées d'avant la Révolution étant fermées en 1936.
Les juifs communistes, que, comme Solzhenitsyn, on peut qualifier de renégats, sont certes nombreux en montant vers les sommets du parti et de la Tchéka. Après ce dernier, les grands historiens juifs contemporains, Simon Sebag Montefiore et surtout Yuri Sletkin, dans Le siècle juif, ont consacré bien des pages à cela, comme la grande journaliste française Annie Kriel. Mais le judaïsme est frappé aussi. Beaucoup de synagogues sont dévastées et nombre de juifs croyants seront exécutés. Après la guerre, les persécutions les plus dures à visée éradicatrice, sinon exterminatrice, sont de règle dans tous les pays communistes. En Europe, dans les pays catholiques à régime communiste, les États et leurs tchékas s'emploieront à briser la hiérarchie des églises, à leurs yeux criminellement coupables d'être en union avec Rome, un État étranger, le Vatican. Et donc là, il y aura deux stratégies par rapport au catholicisme. Une stratégie d'élimination et une stratégie de tentative de surgissement d'une église inféodée au parti. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça échouera presque partout, mais pas partout. Le communisme va de même persécuter les chrétiens en Chine, en Corée du Nord, au Vietnam. En Chine, la résistance héroïque, après tant d'évêques, de prêtres, de fidèles martyrisés, continue aujourd'hui, car le régime de Xi Jinping demeure celui de la dictature de fer du Parti communiste chinois. Cette haine s'est manifestée par la haine anti-religieuse, par exemple contre la religion chrétienne, en particulier l'orthodoxie en Russie. Le catholicisme polonais, grâce à sa cohésion, a pu miraculeusement y résister, mais ça s'est manifesté également contre les doctrines traditionnelles en Extrême-Orient et que l'on englobe sous le terme générique de confucianisme, mais qui ne sont rien d'autre que le droit naturel. Mais disons que j'avoue en toute sincérité que moi aussi j'ai été sujet à ce genre de lavage du cerveau qui commençait dès l'école élémentaire et qui continuait, et qui était un mélange de persuasion insidieuse et de terreur en quelque sorte, qui se traduisait par le fait qu'en général, les familles ne discutaient pas avec les enfants de la situation réelle, dans la mesure où ils en avaient conscience. Ce qui fait que moi, évidemment, je me suis rendu compte à partir d'un certain moment que les sornettes qu'on racontait à l'école et à la presse ne correspondaient pas à une réalité. Et il n'empêche que ce système de lavage du cerveau laisse des traces et induit une espèce de reconsidération de valeurs. Ce qui fait que je reconnais, en toute sincérité, qu'à une époque, je me suis dit que le communisme était une voie, la seule voie, susceptible d'améliorer la situation de l'homme dans une société qui est inégalitaire, qui était inégalitaire, qui continuait d'être inégalitaire dans les pays de l'Ouest, et que par conséquent, le futur, l'avenir, cet avenir radieux dont parlaient les textes et les communistes, était réalisable dans les conditions d'une amélioration du système. Il est certain que je ne connaissais pas l'ampleur de la déshumanisation et qu'on m'avait épargné, du moins dans ma famille, la connaissance de situations qui étaient évidemment une cruauté tout à fait particulière. Et comme ça, je suis arrivé petit à petit
j'étais jeune communiste, membre de la jeunesse communiste, et je suis arrivé, on m'a proposé d'intégrer l'organe central de la jeunesse communiste, et parce que mes conceptions politiques n'étaient pas tout à fait établies, si vous voulez, que j'avais été victime en partie de cet endoctrinement qui concernait l'intégralité de la population, et par opportunisme également parce que il y avait un aspect purement matériel. Les gens qui faisaient partie de cette élite communiste avaient d'autres possibilités matérielles. J'ai accepté d'intégrer cet organe dirigeant de la jeunesse communiste. Ultérieurement, assez vite du reste, pour être bref, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas continuer à mentir continuellement. Et j'ai changé complètement d'opinion et j'ai demandé asile politique lors d'un déplacement à l'étranger. Congrès de Tours, 30 décembre 1920. Scission au Parti socialiste. La majorité vote les 21 conditions de Moscou d'adhésion à la Troisième Internationale. Le Parti communiste français est né. À Odessa, première trahison. Ces militants vont susciter la mutinerie dans la flotte française soutenant les forces russes du général Dénikine et de l'amiral Koltchak qui résistent à l'avancée de l'armée rouge. Ce parti communiste approuvera tout de la politique de terreur léniniste dans ce qui va devenir l'URSS, et ce, pendant des dizaines d'années. Ces intellectuels louangeront sans restriction Lénine et Staline, leur extermination et leur génocide. Ils appelleront à les étendre partout. Dès 1931, l'indécent Aragon, dégoulinant de flagornerie, écrit « J'appelle la terreur du fond de mes poumons. Je chante le guépéou qui se forme en France à l'heure qu'il est. Je chante le guépéou nécessaire à la France. Je demande un guépéou pour préparer la fin du monde. Descendez les flics, camarades. Descendez les flics. Feu sur Léon Blum. Feu sur les ours savants de la social-démocratie. » C'est ce qu'il titre « Prélude au temps des cerises ». Louis Aragon a écrit des monstruosités. Cet homme-là, dont des lycées, des avenues, et une station de métro tout près d'ici porte encore le nom. Cet homme-là, qui a écrit de délicats poèmes, Les yeux d'Elsa, que sais-je encore, était un féroce stalinien, dont collabo capable de toutes les ignominies. J'appelle l'éclat des fusillades, j'appelle un GPU à la française. On peut trouver comme ça dans Aragon un goût du sang. Il est scandaleux que cet homme-là ne soit pas tenu pour ce qu'il est. On ne peut pas lui accorder des noms de places, d'avenues, de lycées et de métros. Un des plus grands mensonges encore assénés porte sur ce que furent l'attitude et le rôle du Parti communiste français pendant la Seconde Guerre mondiale. Pour faire oublier son soutien inconditionnel au pacte d'alliance Hitler-Staline d'août 1939, certains, dans un sommet de contre-vérité négationniste, persistent à asséner la fable qu'il fut le premier parti de la résistance, le parti des 75 000 fusillés. En ce mois d'août 1939, le Parti communiste connaît la plus grave crise de son histoire. Il est confronté, en moins d'un mois, à une cascade de stupéfiantes nouvelles. C'est un grand drame pour le Parti communiste français que ce qui va éclater, donc en 1940, l'accord Staline-Ribbentrop, à savoir le pacte d'alliance germano-soviétique. Les communistes français, et en général les communistes dans le monde, ne se doutent pas que depuis des mois, il y a une connivence entre Hitler et Staline. Elle est niée aujourd'hui, elle est oubliée aujourd'hui. Voilà pourquoi on ne parle plus que d'Hitler, jamais de Staline.
Ce désarroi laisse place à de la stupéfaction angoissée lorsque le 23 tombe de Berlin la nouvelle du départ du ministre des Affaires étrangères du Reich, Ribbentrop, pour aller signer à Moscou, avec son alter ego soviétique, Molotov, un pacte de non-agression avec l'URSS. C'est le pacte germano-soviétique. C'est un accord qui va désarçonner beaucoup de communistes français, et pas seulement des Français, mais ils vont pour la plupart avaler, ils vont accepter cet accord. D'abord, il va porter sur la Pologne, que les deux puissances totalitaires vont se partager. L'invasion d'abord par l'Allemagne, et quelques semaines après, l'invasion par l'Union soviétique. Mais entre-temps, l'armée allemande a envahi la Pologne. Par un télégramme de Molotov, Staline félicite Hitler des brillants succès de son armée. La réciprocité des félicitations viendra vite, puisque le 17 septembre, l'armée rouge va occuper l'autre moitié du territoire polonais. Le pacte de non-agression des deux brigands totalitaires était en réalité un pacte d'invasion partagée. Le Parti communiste français va perdre des troupes. Il va y en avoir qui vont rejoindre Jacques Doriot. Jacques Doriot, c'est le numéro 2 du Parti communiste français. Il sera plus tard le chef du grand parti de la collaboration. La collaboration en France est un phénomène de gauche ou d'extrême gauche, avec Jacques Doriot, issu du Parti communiste, créateur du Parti populaire français, avec Marcel Déat, l'intellectuel du Parti socialiste. Il y a donc un grand désarroi. La ligne d'inconditionnalité stalinienne tient bon sous la main de fer du véritable patron clandestin du parti de 1930 à 1943 et dont le rôle demeurera longtemps inconnu, le chef en France de l'internationale communiste, le camarade Clément, de son vrai nom, Eugène Fried. Il faut le savoir, le Parti communiste français, juste il y a très peu de temps, aura une double hiérarchie. La hiérarchie apparente et la hiérarchie réelle. Ainsi, alors que l'on croit que c'est Maurice Thorez puis Jacques Duclos qui sont les patrons du Parti communiste français, le vrai patron, ça sera Eugène Fried, l'homme de Moscou, l'homme de l'appareil clandestin du Parti communiste. Il prépare aussi la désertion du secrétaire général Maurice Thorez, le numéro 1 dans la hiérarchie officielle du parti. Thorez va exprimer alors, dans l'Humanité, sans doute clandestinement imprimée en Allemagne, les positions en faveur du défaitisme révolutionnaire exigé par Staline. Il dénonce le massacre causé par les capitalistes anglais dans la guerre d'intérêt qu'ils font aux capitalistes allemands. C'est de Suisse qu'il lance sur ondes courtes des discours de démoralisation adressés aux soldats français. Et puis, comme Lénine en 1917, c'est via l'Allemagne, cette fois alliée des soviétiques, qu'il rejoindra Moscou. Après la période de la drôle de guerre, l'armée allemande victorieuse de notre armée, avec son Blitzkrieg, va alors pénétrer le 14 juin 1940 dans Paris, déclarée ville ouverte, où certains s'attendaient à ce que Thorez, qui est alors à Moscou, s'installe rapidement à l'Élysée. Nous sommes ici à Balakov, où il y a cette plaque que vous pouvez lire derrière moi, qui est dédiée à Maurice Thorez. C'est tout de même stupéfiant, parce que Maurice Thorez, connu sous le nom de traître déserteur, c'était le patron du Parti communiste français avant la guerre. En réalité, ça n'était pas lui le vrai patron. On l'a découvert plus tard qu'il y avait Eugène Fried. Eugène Fried, l'homme de Moscou. Thorez était celui qui était présentable. Eugène Fried, c'était l'homme du Comintern qui tirait les ficelles. Maurice Thorez a déserté sur ordre du Parti communiste. Il a disparu, on sait qu'il est passé en Suisse, on sait qu'il est revenu en Belgique, et puis on l'a retrouvé à Moscou. Il a passé tranquillement toute sa guerre dans une datcha que lui avait fournie Staline, en quoi il s'en est bien tiré, parce que beaucoup des invités de Staline ne rentraient plus jamais à la maison. Thorez est revenu en France, il a été ministre d'État du général de Gaulle,
ma foi, il a été amnistié. On a concocté une loi pour lui, et donc Maurice Thorez, c'est le bolchevique par excellence. C'est le bolchevique qui va tout accepter du pacte germano-soviétique. C'est lui qui va saluer les accords Hitler-Staline. C'est une plaque dédiée au plus grand collabo français, au premier plus grand collabo français, puisque à la fois collabo avec les soviétiques et collabo avec les nazis, puisque les soviétiques et les nazis collaborent pendant des mois et des mois, préparant le pacte germano-soviétique, et la rupture interviendra ensuite avec l'opération Barbarossa d'Adolf Hitler. Ce qui est important, c'est que tout de même, ça n'est pas le général de Gaulle qui, à la libération, a protégé la France du communisme. Un complexe sportif Lénine à Malakoff. C'est une monstruosité. Selon l'expression de Volkov, la trinité du mal, Lénine, Trotsky, Staline. Pour ce qui est de la Russie, viendront d'autres monstres ensuite, Mao, Pol Pot et tant d'autres. Lénine, si pour parvenir à nos fins, il faut exterminer 90% de la population, nous ne devons pas hésiter. Lénine, créateur de la Tchéka, qui pour cela va trouver un homme, un monstre droit venu de l'enfer, Félix Dzerzhinsky, qui aura une maxime simple, faire souffrir le plus longtemps possible, le plus possible. Voilà qui était Lénine, ce monstre, créateur de la Tchéka, créateur des goulags, inspirateur de toutes les exterminations que les ouvriers de Pétrograd vont huer alors qu'ils s'aperçoivent de la réalité que va être le pouvoir soviétique. Lénine qui va donc faire fusiller à Astrakhan 4000 ouvriers en grève. Et nous pourrions continuer comme cela. Et voilà que cet homme qui a inspiré les plus grands massacres de l'histoire, les plus grands génocides de l'histoire, qui a inspiré Mao Tse-tung, Pol Pot, Mengistu, tant d'autres, eh bien, il a encore des plaques à son nom en France en 2017. Est-ce qu'on donnerait des plaques à Adolf Hitler, à Eichmann? Mais on en donne à Lénine, on en donne à Maurice Thorez. C'est une monstruosité, un déni de justice pour les 100 millions de morts, de victimes du marxisme-léninisme. Lorsque les Allemands se seront installés dans Paris, auront établi leur commandanture, eh bien là, avec Eugène Fried, le patron Eugène Fried, ce jeune communiste tchèque, dont ils vont rentrer à Paris, ils vont coucher le soir même à l'ambassade d'Union soviétique, et dès le lendemain, ils entament les pourparlers pour la reparution officielle de l'humanité, qui, jusque-là, était clandestine, puisque le gouvernement Daladier, et non pas le gouvernement du maréchal Pétain, le gouvernement Daladier d'abord, avait interdit le parti communiste. Otto Abetz, l'ambassadeur d'Hitler, écrira dans ses mémoires. Quelques semaines après l'occupation de la capitale française, de très hautes personnalités du Parti communiste français, interdit par décret du gouvernement, vinrent à maintes reprises me rendre visite à l'ambassade. Ils sollicitaient une intervention allemande pour la libération des communistes emprisonnés par Daladier et pour obtenir des services d'occupation l'autorisation de faire reparaître leur quotidien. Dans l'Humanité, publié clandestinement, on peut lire les innombrables appels à la fraternisation avec les soldats allemands. Cela n'ira pas au-delà du 22 juin 1941. Ce jour-là, en effet, à la grande surprise de Staline, qui ne voulait pas y croire, Hitler a déclenché l'opération Barbarossa de conquête de l'URSS. La Wehrmacht s'enfonce dans l'Union soviétique. Alors, un an après les premiers résistants ayant rejoint De Gaulle, souvent issus de la droite nationale, anciens cagoulards ou royalistes, les communistes vont rentrer dans la résistance, d'autant plus efficacement qu'ils ont depuis longtemps, selon les directives léninistes, doublé leur structure légale d'un appareil clandestin et de cellules formées pour le terrorisme. La première de ces cellules entrera en action le 22 août 1941, à la station de métro Barbès.
où l'aspirant Moser, de la Kriegsmarine, est abattu par un militant de la jeunesse communiste, Pierre Georges, alias Colonel Fabien. On rentre alors pour plusieurs années dans la spirale sanglante des attentats et des fusillades d'otages exigées par l'occupant. Après l'exécution de ceux de Chateaubriand, le général de Gaulle, à la radio de Londres, désapprouvera d'abord les méthodes communistes. Un énorme et trop durable mensonge va porter sur le nombre de résistants communistes fusillés. Pendant plus d'un demi-siècle, la désinformation communiste martèlera sans vergogne que leur parti est celui des 75 000 fusillés. Ceci pour s'arroger un quasi-monopole d'héroïcité dans la résistance. Cette fable, même si elle est reprise quelquefois, a été totalement réfutée. D'abord pour la simple raison que le chiffre incontestable de tous les fusillés en France par l'armée allemande a été de 3100. Or, tous ces fusillés, tant s'en faut, n'étaient pas communistes. Et ne l'était pas notamment le premier condamné à mort pour fait de résistance, l'officier de marine, capitaine de corvette Honoré d'Estienne d'Orve, qui était royaliste. Environ 2000 communistes, souvent héroïques, ont été passés par les armes. C'est considérable. On est tout de même loin du chiffre de propagande de 75 000. Bien sûr, sont morts aussi de nombreux résistants communistes dans la déportation. Mais l'accablante vérité, c'est que beaucoup de déportés sont morts dans les camps nazis parce qu'ils n'étaient pas communistes. Dans les camps fonctionna la solidarité communiste, puisque les capots, mi-représentants des déportés, mi-responsables de la bonne marche des camps, étaient du parti pour la plupart. Ainsi en fut-il du célèbre Marcel Paul, futur ministre de la production industrielle, selon le récit de Marcel Dassault dans Le Talisman, qui faisait à Buchenwald la pluie et le beau temps. Marcel Paul, qui pouvait bien se nourrir, avait pris du poids durant sa captivité. À la Libération, les communistes à leur tour fusilleront et souvent tortureront, quelquefois suite au pseudo-jugement bien expéditif de tribunaux d'exception et souvent sans jugement. La vérité est que s'il y a certes des victimes collatérales, le parti mène une politique de liquidation ciblée avec les exécutions dites sommaires, ce qui ne signifie pas toujours rapide. Car les pseudo-justiciers tuent de présumés anciens collabos de la Gestapo ou anciens partisans du régime de Vichy, mais aussi des personnes simplement considérées comme potentiellement ennemies, car susceptibles de s'opposer à une conquête communiste du pouvoir. Dans son histoire intérieure du Parti communiste, Philippe Robrieux évoque notamment le sort d'anciens responsables communistes coupables d'avoir résisté avant le parti, écœurés par le pacte hitléro-stalinien. Il y a donc une minorité désemparée de communistes qui n'acceptent pas cela. Ils ont désobéi donc aux directives de Moscou, aux directives de Staline. La discipline moscoutaire s'abattra sur eux, ils seront exclus du parti et certains même seront assassinés parce qu'ils n'ont pas témoigné d'une discipline bolchevique. Ainsi, dans le Limousin, les maquisards du colonel Guingouin liquident souvent sauvagement plus de 4000 personnes qu'une justice institutionnelle non communiste n'aurait évidemment pas toutes condamnées. Après des études minutieuses, ayant soupesé les chiffres contradictoires des premières évaluations, le grand historien, serviteur de la vérité, Robert Aharon, dans son Histoire de la libération de la France, conclut à une fourchette de 30 à 40 000 victimes sommairement exécutées sur un nombre total d'environ 200 000 personnes frappées par l'épuration. On ne peut dire s'il y a eu autant de victimes innocentes du fait des communistes que de communistes tombés dans la résistance. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que les communistes qui faisaient campagne en 1940 pour les mots d'ordre staliniens contre la guerre impérialiste, allant jusqu'au sabotage, n'ont pas tous héroïquement par la suite donné leur vie
ou n'ont pas tous été jugés. Ainsi, du premier d'entre eux, le secrétaire général du parti, Maurice Thorez. Ce dernier, après 5 confortables années de guerre en compagnie de Jeannette Vermersch, dans sa datcha moscovite, put enfin rentrer, amnistié par De Gaulle. Leurs intérêts, selon l'expression de Roland Gaucher, coïncidant momentanément. La stratégie communiste à la libération fait l'objet de nombreux débats. D'abord, ils vont rentrer au gouvernement avec le général de Gaulle. Le général de Gaulle va être à la tête de 2 gouvernements et il va y avoir plusieurs ministres communistes au gouvernement. Et puis, ça va être la rupture. Je passe sur les détails. De Gaulle va se retirer, va aller créer son Rassemblement du peuple français, rentrera dans l'opposition, et ce sont les socialistes qui viennent au pouvoir, avec le gouvernement Ramadier. Et là, les communistes sont donc d'abord dans le gouvernement Ramadier, et puis ils vont avoir de telles exigences que Ramadier ne va pas les accepter. Les communistes sont stupéfaits. Comment ce socialiste-là va oser leur tenir tête? À Moscou, Staline, qui pour rassurer les Américains pendant la guerre avait dissous le Comintern, ordonne la reconstitution de ce dernier. Ce sera chose faite dès l'automne avec la création du Cominform. Le Cominform lance le Parti communiste français dans une opposition violente, si ce n'est dans une stratégie révolutionnaire de renversement du pouvoir, dans une formidable vague de grèves quasi insurrectionnelles. Les émeutes et les violences contre les non-grévistes se multiplient, non sans la complicité flagrante d'unités de police et de CRS aux mains du parti. Les militants de la CGT sabotent des dizaines de voies ferrées. Dans la nuit du 2 au 3 décembre, l'express Paris-Lille déraille. 16 morts et 30 blessés. Pour le gouvernement, c'est l'attentat de trop. Le parti et la CGT voient alors se mettre en travers de leur route le remarquable ministre de l'Intérieur que le gouvernement Schuman a investi quelques jours auparavant. C'est le socialiste Jules Mock. D'origine juive, fils d'officier, polytechnicien et ingénieur du civil, Jules Mock s'est illustré dans la résistance. Puis il a rejoint les forces navales de la France libre et participé au débarquement en Provence en août 1944. Son fils, résistant, a été tué par les Allemands. Les autres tentatives de grève prévues échouent, d'autant que la minorité socialiste non communiste au sein de la CGT, avec le leader socialiste historique Léon Jouot, les freine de partout. Elle va bientôt s'en séparer pour constituer la CGT-FO. Leur ligne de résistance s'ordonnera autour du slogan « Le communisme n'est pas à gauche, mais à l'Est ». En juillet 1948, le Cominform réitère à la CGT des consignes de grève insurrectionnelle pour faire du bassin houillé du Nord une sorte de bassin rouge échappant à l'autorité gouvernementale. Et là, on voit que Jules Mock n'hésite pas, puisque face à des grèves qui sont de caractère insurrectionnel dans le bassin houillé du Nord, comme à Toulouse, à la gare Matabio, il y a donc dans beaucoup de grands centres industriels français des mouvements qui s'apparentent, en tout cas, à une pré-insurrection, et même qui prennent des caractères insurrectionnels. Et là, Jules Mock ne va pas hésiter. Il est habile, c'est un stratège. Il sait que les communistes ont besoin de camions pour aller faire des mouvements de piquets de grève d'un puits de mine à l'autre, et il va, avant le déclenchement de cela, faire saisir les camions qui sont amenés dans des dépôts sous prétexte de réparation ou de révision. Ce qui fait que les communistes n'auront pas le matériel de transport qu'il faut pour mener à bien leur tentative d'agitation, d'insurrection. Donc c'est une victoire de Jules Mock qui, par ailleurs, mobilise tout ce que nous avons comme éléments blindés, comme troupes aguerries, qui a dissous
les compagnies républicaines de sécurité contrôlées par le Parti communiste, là, les communistes ont face à eux un véritable stratège. C'est un homme d'ailleurs qui vient de la marine, hein, c'est un socialiste, c'était un pacifique, mais c'est un homme qui s'y connaît dans le maniement des troupes. Dans son célèbre discours à l'Assemblée nationale du 16 novembre 1948, Mock parle d'une action menée suivant toutes les règles de la tactique de guérilla. Il dit encore « Toutes les dispositions ont été prises pour livrer à la justice le maximum de saboteurs et pour rechercher les instigateurs. Dans un grand nombre de cas, des mandats d'amener ont été lancés contre ces roitelets locaux de la CGT ou du Parti communiste qui ont trop longtemps fait régner la terreur dans les corons. Et lui, le Français juif, endeuillé par la perte de son fils tué par l'occupant nazi, pesant bien ces mots, martèle. Le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation de l'homme qui ait jamais existé. Après les derniers échecs de ces grèves, l'organisation PC-CGT poursuit d'autant plus son travail de trahison de l'armée en Indochine. Quand ils avaient des ministres au gouvernement, et notamment Charles Tillon, le chef des FTP devenu ministre de l'Air puis de l'Armement, une filière de vol et d'envoi d'armes et de munitions pour le Viet Minh en Indochine avait été mise en place, entre les arsenaux et les dockers de la CGT. Des armes françaises pour tuer des soldats et des civils français. Dans le cadre de notre participation à la guerre de Corée, est annoncé à Paris, pour le 26 mai 1952, la venue du général américain Ridgway. Mais Jacques Duclos, le numéro 2 du Parti communiste, véritable numéro 1 à cette époque-là, puisque Jeanne Fried est mort, Jacques Duclos, qui est le patron de la commission des cadres du parti, c'est-à-dire le contrôle mosquetaire sur le parti, lui obéit à l'ordre léniniste, les dirigeants ne doivent pas s'exposer. Donc il quitte l'Humanité en fin d'après-midi et il va quitter sa voiture pour aller faire je ne sais quel achat sur un marché ouvert à cette heure-là. Et c'est là que Jules Mock va le faire tout simplement arrêter. Et on va fouiller les affaires de Jacques Duclos. Ce qui est important, c'est le cahier. C'est le cahier que l'on trouve dans la serviette de Duclos. Et là, Jules Mock fera analyser ce cahier. Et ça donnera, dans un document, la signification politique du cahier de Jacques Duclos. Il se trouve que je suis possesseur d'un des cahiers imprimés, photocopiés, je ne sais comment à l'époque, donc par le gouvernement, pour les membres du gouvernement, et un certain nombre de journalistes. On retrouve là, on vérifie là, toute l'ignominie bolchevique dans la ligne du catéchisme révolutionnaire de Netchaïev et de Bakounine. Duclos, d'ailleurs, était un grand admirateur de Bakounine, il a écrit là-dessus un livre, à savoir qu'il faut tout faire pour donc entraîner le peuple à la révolte. Il faut éliminer les patrons les meilleurs. Il faut éliminer tout ce qui ressemble à de l'humanitaire. Il faut éliminer tout ce qui peut améliorer le sort de la condition ouvrière, parce qu'il faut que la masse du prolétariat puisse être manipulée par le parti. Conformément à la directive d'aggraver par tous les moyens la misère du peuple pour l'inciter à la révolte, Duclos écrit par exemple « Problème dans la métallurgie. Ouvriers trop payés. » On lit encore « Nous travaillons pour la défaite certaine de cette armée au Vietnam, en Corée, en Tunisie. » C'est de l'armée française qu'il parle. Le gouvernement voudra poursuivre Duclos pour crime de démoralisation de l'armée et de la nation. Mais la commission parlementaire chargée d'émettre un avis préalable se prononça contre la levée de l'immunité. Mais c'est dans le monde de la culture et des lettres en particulier que pèse aussi la chape de plomb communiste. Ainsi, l'indécent Jean-Paul Sartre, qui n'a jamais résisté qu'en faisant applaudir ses pièces par les officiers allemands et en dînant à sa table habituelle chez Maxims avec Picasso, éructe-t-il
que tout anticommuniste est un chien. Avec Aragon et les intellectuels communistes Laurent Casanova, André Wurser, Roger Garaudy et toute la clique de l'humanité et des lettres françaises, son comité national des écrivains s'emploie à épurer et à défendre la grandeur de Staline. Ils vont tous se mobiliser pour le dénoncer avec des flots d'injures quand en octobre 1947 paraît en France le livre de l'Ukrainien Viktor Kravchenko « J'ai choisi la liberté ». C'est un témoignage accablant et irréfutable sur l'URSS de Staline, de la Tchéka, de la Loubianka et du Goulag. Kravchenko, particulièrement diffamé dans les lettres françaises, intente alors un procès qui se déroulera sur 26 audiences de janvier à mars 1949 à Paris, avec l'appui d'un grand avocat résistant, Georges Issard. Kravchenko remportera le procès, mais avec de dérisoires condamnations pour l'hebdomadaire bolchevique. On n'en finit pas avec les grandes trahisons du parti et de ses complices. Évoquons rapidement les 70 camps soviétiques en France même, comme le fort lyonnais de Chapoly ou le camp de Beauregard à la Selle-Saint-Cloud, véritable enclave étrangère gérée par le NKVD, acceptée par l'état-major des Frances françaises de l'intérieur, puis par les deux gouvernements de Gaulle. Une mission militaire soviétique de rapatriement y parque des milliers de soviétiques enrôlés de force dans la Wehrmacht. En dépit de ses promesses, c'est en Sibérie que Staline les déportera. Alors que le communisme est glorifié par les intelligentsias, alors qu'il existe une omerta totale sur les crimes de cette idéologie, le chanteur-compositeur Jean-Pax Meffray est le seul artiste à dénoncer ce totalitarisme. Il le fait à travers des chansons comme Ni rouge ni mort sur le pacte de Varsovie et Véronica qui évoque le mur de la honte à Berlin. Je voudrais revenir sur une chanson qui à l'époque avait provoqué un grand scandale parce que c'était la première fois qu'un chanteur, qui n'était même pas chanteur puisqu'il était journaliste, chantait une chanson où il dénonçait le mur de Berlin. Parce qu'en faisant un petit effort de mémoire, on se souviendra qu'à l'époque, dans ces années-là, on parle des années 75, 80, 85, le mur de Berlin n'existait pas. En tout cas, il ne fallait pas en parler et malheur à celui qui voulait le dénoncer. Pourtant, en se référant à l'histoire, quelqu'un de beaucoup plus célèbre avait attaqué ce mur. D'abord, ça avait été Churchill en expliquant qu'un rideau de fer était tombé sur l'Europe. Et puis, ce fut John Kennedy, souvenez-vous. All free men, wherever they may live, are citizens of Berlin. And therefore, as a free man, I take pride in the words, Ich bin ein Berliner. Elle avait les cheveux blonds fous, Véronica. Les yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées. Lorsque je l'ai rencontrée, je me suis approché d'elle, Véronica. J'ai trouvé qu'elle était belle, Véronica. Sous ses gants de laine usée, j'ai caressé de petits doigts, froid comme ce mur, droit. Souviens-toi de John Kennedy, une journée de juin, le dit, devant le mur hérissé de barbelés,
il s'est écrié: moi, je suis berlinois. Quand il parle humanité, je pense à toi, qui vivait de l'autre côté de ce mur-là, et qui rêvait un jour d'aller respirer le parfum de la liberté. Elle avait les cheveux blonds fous, Véronica, les yeux bleus tristes et un air doux, Véronica. À Berlin-Est, elle balayait les allées. Elle a voulu s'évader. Aujourd'hui, il ne reste rien de Véronica. Un peu de terre, une petite croix de bois. La rose rouge et l'œillet sont fanés près de ce mur droit, ce mur froid. La rose rouge et l'œillet sont fanés près de ce mur droit, ce mur froid. Je reste berlinois. Enfin, la trahison la plus infâme pour nous Français est celle de Georges Boudarel. Ce dernier, professeur de philosophie en France puis à Saïgon, déserteur de son service militaire, ne va pas seulement passer à l'ennemi. Le Viet Minh va en faire le commissaire politique du camp 113, chargé de la rééducation des prisonniers français. Il y a un autre camp dans lequel est un commissaire politique qui est un Français d'origine. Il s'agit de Georges Boudarel. Il vient de la jeunesse étudiante catholique à Saint-Étienne. Et puis, il est passé en Indochine, il est professeur de philosophie au lycée de Saïgon. Il sera muté dans un autre lycée. Et il s'engage résolument aux côtés du Viet Minh. Et là, il va accomplir un rôle absolument effroyable dans ce camp, qui est là un camp pour des soldats. Impitoyable, insensible à toute commisération, Boudarel rééduque du matin au soir des êtres que minent la faim, la dysenterie, les fièvres, les corvées les plus exténuantes. Donc Boudarel s'illustre là. Un simple exemple, un sergent d'origine polonaise a essayé de s'évader. On l'a rattrapé. On l'a mis dans ce qu'on appelle la cage aux buffles. La cage aux buffles, c'est sous les paillotes, donc l'endroit où les buffles sont attachés dans leur vermine, avec les rats. Et là, le jeune sergent va serrer de très près au pilier, au poteau, je ne sais comment dire, de cette cage aux buffles. Il va agoniser pendant des jours et des jours. Et Boudarel n'intervient pas. Au camp 113, oui, au camp 114 aussi, au camp de Mokcho, au camp numéro 1, bien sûr, pendant encore un peu plus longtemps, dans le pénitencier de Thuyen Quang, où après une évasion, je suis resté 18 jours avec les fers aux pieds, les mains attachées dans le dos, et on ne me donnait mon riz que une fois entendu mon autocritique ou quelquefois écrite. Bien sûr que ce qui s'est passé dans les camps, c'était absolument affreux. Vous avez entendu parler de la mort. Mais la mort, c'était encore plus épouvantable. Tout à l'heure, j'ai lu 60%. Non, au camp 113, au camp 114 où j'ai été, c'était à peu près pareil. 70%. Mais comme ça ne durait pas 2 ans, ça faisait plus de 35% par an. Alors vous voyez, sur des camps de 350, 400 prisonniers, ce que ça peut faire. C'est absolument épouvantable. Et surtout quand vous n'avez pas même un mouchoir à leur mettre sur le visage,
avant de les recouvrir de terre. Moi, j'ai été tout à fait particulièrement soigné, vous comprenez, dans ces camps. On me nommait responsable de l'hygiène à l'infirmerie, que mon frère Tomasi appelle la morgue. Effectivement, c'était pareil. Tous les matins, je ne pouvais pas réveiller certains des camarades. Et ma mission de chargé de l'hygiène, ça consistait, c'est l'ambassadeur qui vous parle, ça consistait à ramasser les excréments avec ses mains par terre sous les bas-flancs, hein, et de faire en sorte qu'il y ait un minimum de propreté. J'étais le seul à avoir un casque. J'avais jamais voulu jeter mon casque, un casque d'acier. Et je faisais bouillir des pans de chemise qu'on déchirait. On n'avait plus de chemise, forcément. On en faisait des pansements sur des plaies absolument épouvantables. Jamais je n'ai vu ni un chef de camp, ni un commissaire, ni, bien entendu, Boudarel, le commissaire politique était déjà là. Je ne l'ai pas beaucoup rencontré parce que moi j'étais dans l'infirmerie et bien entendu il n'y a jamais foutu le nez, vous comprenez, dans ces miasmes, c'était pas pour lui. C'est le 13 février 1991, alors qu'il animait au Sénat un colloque sur l'Indochine, que Georges Boudarel fut reconnu comme le tortionnaire du camp 113 par Jean-Jacques Beucler, ancien secrétaire d'État aux anciens combattants et ancien combattant d'Indochine, qui, prisonnier, avait pour sa part passé 4 ans dans le camp numéro 1. Vous vous rendez compte, sous les voûtes d'or du palais du Luxembourg, cette pourriture apparaissant à la table du colloque, et des camarades découvrent Boudarel, là, qui va prendre la parole, et c'est là qu'on intervient. C'est très éprouvant de vous dire tout ça. Dans ce camp, on mourra davantage qu'à Auschwitz. C'est un camp d'extermination. Un camp d'extermination par la souffrance, terriblement. Un simple exemple. Les prisonniers sont harassés de travail. Mais le soir encore, il faut qu'ils chantent la gloire de l'oncle O. Et là, d'ailleurs, prisonnier dans un autre camp, un homme remarquable qui deviendra le colonel Weinberger, écrit ceci. Ce colonel Weinberger est un juif qui se convertit au catholicisme à Auschwitz. Il réchappera d'Auschwitz. Et il réchappera aussi dans ces camps d'extermination de Viet Minh. Mais il écrit, au moins à Auschwitz, on ne nous obligeait pas à chanter la gloire de nos bourreaux. Tandis que dans les camps comme celui de Boudarel, chaque soir, nous devions chanter la gloire de Ho Chi Minh. Dans le camp 113, le taux d'extermination avait été celui des camps de la mort nazis ou soviétiques, plus de 70%. Boudarel aurait dû être évidemment poursuivi pour crimes contre l'humanité. Devant nos juridictions, les survivants réclamèrent en vain cette justice. Le pouvoir judiciaire leur opposa que la qualification de crime contre l'humanité était réservée conformément au jugement du tribunal militaire international de Nuremberg, où siégeaient aussi des magistrats de Staline, au seul crime perpétré par les nazis. Immense déni de justice. Le 9 novembre 1997, nous avons organisé à la Mutualité une journée de ce que devrait être un procès international des crimes du communisme sur le cas particulier du traître tortionnaire Boudarel. Cette audience devant des milliers de personnes, présidée par Jean-Baptiste Badji, grand avocat, héros de la guerre et de la résistance, fut conclue par un texte ovationné décrétant d'indignité nationale le traître tortionnaire Boudarel. Déclarons coupable de crimes contre l'humanité
les gouvernements communistes d'Indochine, tout comme tous les gouvernements communistes chinois, cubains et autres, et souhaitons le jugement futur de leurs dirigeants. Considérant le cas particulier du camp d'extermination indochinois portant le nom du camp 113, où un Français, traître à son pays, Georges Boudarel, collaborait à l'anéantissement moral et physique des prisonniers. Constatons que jamais Boudarel n'a formulé le moindre regret public pour les actes qu'il a commis en qualité de commissaire politique, tortionnaire et complice de l'extermination de soldats français. Le décrétons d'indignité nationale et internationale. Des procès nationaux pour juger des responsables d'abominations communistes ont bien eu lieu dans certains pays. Mais le communisme opprime et tue toujours en Chine, en Corée du Nord, au Tibet. Il persécute encore au Vietnam, au Laos, à Cuba, au Venezuela. Les porteurs de son idéologie imprègnent encore la politique, la culture et les médias, voire la religion. Plus que jamais s'impose la nécessité pour l'histoire et l'honneur de l'humanité du procès international, le temps qu'il faudra, des crimes contre l'humanité du communisme. D'abord, je pense que malheureusement, le communisme opprime encore en gros 1/5 de la planète, notamment la gigantesque Chine. Mais même en France, même en Europe, où le mur est tombé en Europe de l'Est, mais en Europe de l'Ouest, l'esprit communiste continue à être très puissant. On a vu quand même aux dernières présidentielles de 2017 que 3 candidats sur 11 se déclaraient communistes, ce qui est ahurissant, et personne ne leur a tenu la contradiction, personne ne leur a dit que le simple fait d'adhérer à une idéologie qui avait fait 100 millions de morts, au moins, justifiait leur déclassement, leur incompatibilité avec la fonction de la magistrature suprême pour la France, qui est quand même le pays de la liberté à l'origine. Ce que nous avons organisé avec Chrétienté Solidarité, avec d'autres encore, et il y avait là d'ailleurs des rescapés, des mouroirs du Vietnam, du RSS. C'était une journée très frémissante, mais c'était un appel pour qu'il y ait le jugement de l'histoire du communisme. Le nazisme a été jugé après la guerre, ça a été le tribunal de Nuremberg. Il y aurait beaucoup à dire sur le tribunal de Nuremberg. D'excellentes choses ont été observées, mais enfin, le tribunal de Nuremberg, c'est quand même un tribunal dans lequel une partie des juges sont les hommes de Staline, qui jugent les hommes d'Hitler, un peu comme si Jacques l'Éventreur jugeait de Landru. Je n'ai jamais voulu d'un tribunal au sens strict de Nuremberg, avec des pendaisons ensuite. Le but n'est pas cela. Le but, c'est de faire mémoire de ce communisme qui a fait 100 millions de morts, au minimum, selon l'admirable Stéphane Courtois, dans son livre noir du communisme, il y a déjà 20 ans. Et depuis, le communisme a fait encore des morts. Donc, il faut que le tribunal de l'histoire se penche sur ce jugement nécessaire du plus grand et durable système totalitaire de l'histoire. Or, comment se fait-il? C'est que, sans cesse, on évoque l'abomination de la monstruosité nazie. Et cela, nous le comprenons. Mais pourquoi les crimes du communisme n'occupent-ils pas mémoriellement 1/100 de la place des crimes du nazisme? C'est le grand point d'interrogation que j'invite ceux qui regardent notre documentaire à méditer.
puisqu'il faut le dire en chanson. Parce que la guitare est devenue une art. Toujours chanter l'espoir, chanter contre le grand soir. Toujours chanter pour l'Occident. À l'époque, c'était pas bien vu de chanter pour l'insurrection de Budapest, contre le mur de Berlin, pour le printemps de Prague. Alors moi, j'ai chanté l'espoir. J'ai chanté contre le grand soir. J'ai chanté pour l'Occident. Un d'entre eux chantait Potemkin. Moi, j'ai chanté Solzhenitsyn. J'ai dénoncé les camps, le goulag, les camps du temps présent, ignorés par les nouveaux bien-pensants. Il fallait choisir entre deux camps. Il fallait s'engager en chantant. Alors moi, j'ai choisi l'espoir. J'ai chanté contre l'intolérance, contre le totalitarisme. Je suis resté un chanteur d'Occident. Chanter. Puisqu'il faut s'engager en chantant. Alors, chantez l'espoir, toujours entre le grand soir. Chantez fort, chantez pour l'Occident. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.